Chers et chers collègues, chers et chers étudiants, chers publics du Collège de France, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce colloque intitulé donc « À la cour du Dieu, organisation religieuse et mécanismes de cour dans l'Égypte du premier millénaire avant Jésus-Christ ». Ce colloque constitue le troisième volet des travaux de la chaire civilisation de l'Égypte pharaonique portant sur la cour et les courtisans, donc après les enseignements qui ont été consacrés à l'Ancien et au Moyen Empire d'une part, puis au Nouvel Empire d'autre part, donc à l'automne 2024 et 2025, que vous pouvez retrouver en ligne sur le site de la chaire. L'accent est mis dans ce colloque sur la période du premier millénaire avant Jésus-Christ et sur les liens entre cour royale et cour divine. Alors, pour introduire le sujet en quelques mots, je dirais que dans la civilisation égyptienne, le modèle de la société de cour, qui est prédominant pendant la plus grande partie de l'histoire pharaonique, peut s'appliquer aussi bien à la royauté terrestre qu'au monde du divin. Il a déjà été bien établi, mais pas forcément analysé en détail, que le monde divin peut emprunter son mode d'organisation et de hiérarchisation à celui de la cour pharaonique. C'est déjà le cas, on le verra, aux hautes époques, mais de fait, à travers la conception du dieu roi, qui devient prééminente dans l'Égypte tardive, le système de hiérarchisation du temple et ses rites trouve des expressions nouvelles et souvent plus explicites. Alors le but de cette rencontre scientifique, c'est d'éclairer ces phénomènes en prenant plusieurs angles d'approche. D'abord en caractérisant la société de cour pharaonique elle-même à travers ses mécanismes et ses évolutions historiques, de manière générale et au premier millénaire avant Jésus-Christ en particulier. Il m'a semblé, et c'est pour cela que j'ai choisi de mettre en avant cette thématique cette année et les années précédentes, que la cour est souvent un parent pauvre de l'égyptologie, ou qu'en tout cas, elle est éclipsée par une attention qui est focalisée surtout sur la figure du pharaon. Alors nous aurons donc aujourd'hui des communications qui développeront les caractéristiques de la société de cour elle-même. Je m'expliquerai sur l'emploi de ce terme un peu plus tard, sur les conditionnements particuliers qui lui sont associés dans les productions artistiques et culturelles. Je pense notamment à la notion de décorum qui avait été élaborée par John Baines et qui est reconsidérée aujourd'hui par Gerald Moers. Il conviendra évidemment toujours de s'ancrer dans l'histoire très longue de la civilisation égyptienne pour contextualiser les analyses qui sont faites, et nous aurons donc aussi des travaux qui s'intéresseront à la figure royale et au clergé à différentes époques du premier millénaire avant Jésus-Christ, la troisième période intermédiaire, l'époque saïte, l'époque ptolémaïque, chacune ayant ses caractéristiques. Et ces travaux s'appuieront aussi sur des sources de nature différentes qu'il conviendra aussi de traiter selon leurs caractéristiques propres, que ce soit les auteurs classiques, les sources littéraires, particulièrement démotiques, les parois de temples ou la documentation épigraphique sacerdotale, entre autres. Il s'agira parallèlement, et c'est le cœur de notre problématique aujourd'hui, d'examiner la projection qui est faite du modèle de la cour dans le monde divin et dans l'organisation religieuse au service de celui-ci. Peut-on préciser quelle est la nature exacte de la royauté divine, ses modalités et le fonctionnement de la cour qui entoure le Dieu majeur? Comment les mécanismes de la société de cour, si ce terme reste valable, se transposent-ils dans le fonctionnement des sanctuaires? Alors, toutes ces questions seront évoquées dans les différentes contributions dont vous avez le programme ici, mais il m'a aussi semblé productif de mettre en regard la situation de l'Égypte avec ce qui transparaît dans d'autres civilisations, d'autres types de sources,
en choisissant, bon, avec une certaine part d'arbitraire, parce que évidemment nous aurions pu multiplier les exemples, mais j'espère non sans représentativité, donc le cas des mondes bibliques et chinois. Je remercie donc Hans-Peter Mathis et Vincent Goussard d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice pour élargir en quelque sorte nos horizons. Alors avant de céder le micro à Joachim Quack, qui va présider la première partie de la matinée, puis je vous rassure, je le reprendrai tout de suite, je voudrais, pour terminer cette introduction, remercier chaleureusement les intervenants qui ont bien voulu se prêter à cette réflexion collective, tous les collègues qui sont venus aussi assister à nos débats et y participer. Pour l'organisation de l'événement, j'ai pu m'appuyer sur l'efficacité à toute épreuve de Sophie Bosser, gestionnaire de la chaire Civilisation de l'Égypte pharaonique, qui a donc organisé l'ensemble du colloque. Et je la remercie vivement. Je remercie également pour leur aide Carole Jarsaillon et l'ensemble des personnels du Collège de France. Et enfin, je remercie la Fondation Hugo qui a soutenu financièrement l'événement avec le Collège de France. Je vous souhaite un très bon colloque et donc j'appelle Joachim Quack pour la présidence de la première séance. Donc, de ma part aussi, bonjour à toutes et tous. Et maintenant, comme Laurent Coulon l'a déjà dit, je vais présider la première séance et je dirais que sans plus de retard, c'est probablement le mieux que Laurent continue directement avec son introduction globale et les questions de l'hierarchie des dieux et de la cour. Alors, merci beaucoup, Joachim. Dans les recherches que j'ai eu l'occasion d'exposer durant les 2 dernières années dans mes enseignements au Collège de France, j'ai essayé de placer au centre d'une réflexion sur les composantes fondamentales de la civilisation pharaonique, non pas la seule figure du pharaon, souvent posée comme résumant à elle seule en quelque sorte une période historique ou le fonctionnement de l'État, mais plutôt le concept de cour et cette relation pharaon-courtisan qui permettent de saisir de manière plus large la manière dont sont conçues les interactions sociales au sein de l'élite et comment sont construites ces représentations. Et enfin aussi montrer comment un modèle culturel issu de la cour dans son ensemble se diffuse au reste de la société. Alors peut-être en préliminaire, pour préciser ce que nous appelons la cour, j'ai utilisé une définition qui reprend des éléments proposés par divers chercheurs, notamment John Adamson, qui a été reprise ensuite par Rolf Strootman, qui a été appliquée à des cours antiques. Donc, définition issue de ces travaux qui se sont multipliés sur la notion de cour, sur la France et l'Europe moderne, mais aussi sur les monarchies antiques. Donc, la cour serait à la fois l'entourage du roi, donc avec la présence royale qui constitue le point focal de ce cercle relationnel. C'est autour de la figure royale investie d'un pouvoir divin distincte donc par nature du commun des hommes, que la cour s'établit. Et puis, dans cette cour, on peut intégrer différentes composantes, la famille royale, une élite composée d'individus soit privilégiés par leur naissance et par leur rang, leur garantissant la proximité du roi, avec le roi, soit bénéficiant d'une faveur royale. Et puis, dans cette cour figure aussi un personnel au service direct du pharaon et de ses proches, ou qui est préposé au fonctionnement de la cour. Donc ça, c'est pour, en quelque sorte, la définition des membres de la cour, mais on désigne aussi par le terme cour le milieu dans lequel s'exercent les échanges politiques, économiques et culturels entre le souverain et l'élite qui l'entoure, et également, de manière très concrète, l'espace dans lequel se déroulent les interactions entre le roi
et son entourage. Alors cet espace, c'est fréquemment évidemment le palais royal, mais la cour peut être aussi itinérante, et c'est donc la structuration de la cour elle-même, son étiquette, qui définit la spatialisation générale des acteurs de la cour, quel que soit l'endroit où elle se déplace. Alors, les travaux du sociologue allemand Norbert Elias, auteur notamment de La Société de cour, qui est consacrée au fonctionnement de la cour de Louis XIV, ces travaux ont considérablement influencé les historiens de l'Antiquité qui s'en sont inspirés pour mieux caractériser la manière dont la constitution d'une cour structurée autour d'un monarque conditionnait fortement l'ensemble des rapports sociaux et culturels dans l'élite, mais aussi au-delà dans l'ensemble de la société. Et donc on a utilisé ce concept forgé par Norbert Elias, société de cour, pour exprimer en quelque sorte la modélisation des rapports sociaux qui est engendrée par la constitution de ce système de la cour au cœur de la monarchie. Et donc cette société de cour amène l'émergence de normes, de règles de conduite, en particulier celles régissant l'accès au souverain, de pratiques cérémonielles qui affectent et dans une certaine mesure régulent le comportement du souverain et celui des membres individuels de la cour. Dans ce milieu social particulier se développe une culture spécifique et un mode de vie qui porte ses propres valeurs. Et donc, l'étiquette, donc c'est un concept fondamental dans les travaux de Norbert Elias, constitue une autoreprésentation de la cour. Chacun, le roi en premier, s'y voit certifier par d'autres son prestige et sa position de force relative. Et toutes ces analyses éliasiennes permettent de véritablement faire parler toutes ces inscriptions royales ou des inscriptions de particuliers, ces autobiographies égyptiennes qui mettent en lumière constamment les principes d'autocontrainte du courtisan, de silence observé en présence du pharaon, de surveillance de ses propres affects, tout en soulignant aussi les capacités qu'a le courtisan à se distinguer auprès du pharaon pour obtenir la faveur royale. Alors, quand on parle aussi de société de cour, il faut qu'on ait aussi un concept de cour qui soit explicité. Et en égyptien, c'est le cas. Alors, on a ce terme chénout, chénite, qui revient souvent, on le verra, qui n'est pas forcément le seul à désigner cet entourage royal. On peut avoir des appellations qui se basent sur des titres de courtisans comme les sémérous ou les sérous. On y reviendra. Et puis, dans la société de cour, il y a un acteur essentiel qui, je pense, a souvent été oublié dans la présentation des composantes essentielles de la civilisation pharaonique, c'est le courtisan qui va se constituer en type idéal. Et dans les textes égyptiens, c'est souvent le terme ser qui est employé pour désigner cet homme de cour parfait, donc qui va développer une série de qualités qui vont servir de modèle de comportement à l'ensemble de la société égyptienne. Et on voit ça développé dans les enseignements, les textes de sagesse, mais aussi dans les autobiographies de particuliers. Alors, après ce résumé très, très rapide, je dirais que l'un des questionnements qui surgit inévitablement quand on parle de cour, c'est l'articulation entre ce modèle social et politique, construit évidemment sur des fondements théocratiques, et la sphère du divin. L'une des questions qui a été la plus traitée, c'est celle de la divinité du pharaon.
pour reprendre le titre de l'essai fondateur de Georges Posner, paru en 1960, qui a servi de point de départ à de nombreuses réflexions depuis. Et on s'est interrogé effectivement sur ce statut particulier du pharaon qui est à la fois inséré dans le monde humain, mais qui est l'interlocuteur privilégié des dieux et qui est considéré aussi, dans la plupart des contextes, comme un dieu. Alors, ce qui nous intéressera davantage ici, c'est le jeu de miroir et d'interpénétration qui naissent entre la cour royale et la société des dieux égyptiens qui en reprend les cadres. Alors, la période tardive, c'est certainement celle où ces phénomènes sont les plus nettement apparents, avec la mise en exergue du dieu roi jouant un rôle politique plus marqué. Alors, de manière très schématique, qu'essaie d'exprimer cette diapositive, on a des indices clairs de cette évolution dans la substitution, donc à la période tardive, de figures divines aux figures royales dans les représentations de célébrations de type jubilaire, par exemple dans la fête Sed. Donc, je vous ai mis une image de la fête Sed d'Amenhotep III dans la tombe de Rerouef, en regard d'une scène d'un sarcophage de la troisième période intermédiaire, où là, c'est Osiris qui est l'objet de ce jubilé de la fête Sed. On a aussi ces célébrations ancrées dans la mémoire monarchique, ou les célébrations aussi du roi en tant que futur ancêtre divin, en quelque sorte, comme il l'est célébré à Abydos, dans le temple de Séti Ier, et avec en regard cette scène analogue dans le temple d'Edfou à l'époque ptolémaïque, où là, c'est le dieu Horus lui-même qui prend sa place. Donc c'est pour cette richesse de données sur les interactions entre cour royale et cour divine que nous avons voulu centrer ce colloque sur le premier millénaire avant Jésus-Christ. Mais dans ce propos introductif, j'ai souhaité montrer que ces phénomènes ne concernent pas que l'Égypte tardive et qu'il existe des sources, même si elles sont plus rares, qui évoquent le parallélisme entre cour terrestre et cour divine dès les 3e ou 2e millénaires avant Jésus-Christ, avant que les mutations à l'œuvre durant les périodes tardives n'amènent une mise en avant du statut royal de la divinité, ainsi que donc cette systématisation dont je parlais de la conception de la cour divine. Alors on a plusieurs pistes pour identifier, je dirais, le principe curial dans le monde des divins, c'est-à-dire la manière dont le monde des dieux s'organise selon le modèle de la cour. On peut explorer la hiérarchisation du panthéon, on peut s'attarder sur la ritualisation des comportements des dieux et la codification, en quelque sorte, d'un protocole au sein de ce monde divin. Et on peut aussi prendre le biais lexical et phraséologique pour voir comment les caractérisations de ce monde divin empruntent aux caractérisations, à la phraséologie de la cour royale. Alors je dirais que c'est la question de la hiérarchie du Panthéon qui a jusqu'à présent le plus retenu l'attention dans cette perspective, sans peut-être que la dimension de cour de cette hiérarchisation soit forcément approfondie. Alors, dès 1888, ici même, Gaston Maspero avançait l'idée, donc dans ses cours du Collège de France, que la cour divine est organisée sur le modèle de la cour terrestre, et il présentait cela comme une évidence. Alors, de ce compte-rendu, il évoquait un document qui était nouvellement apparu, le papyrus Oud,
une liste encyclopédique, un inventaire du monde datable donc de la fin du Nouvel Empire, connu sous le nom maintenant d'Onomasticon d'Amenémopée, dont il fournit une première analyse sous l'appellation un manuel de hiérarchie égyptienne, et il identifie de manière correcte que cette liste d'entités classées par ordre thématique, il y en a 610 en tout, obéit dans la plupart des sections à une organisation hiérarchique. Donc, parmi les 610 entités classées par ordre thématique, une section recouvre les personnes, la cour, les fonctions et les professions. Donc, on peut s'appuyer maintenant sur beaucoup d'autres études, notamment celle de Gardiner, et puis des nouvelles éditions de textes, notamment des témoins qui laissent penser que les premières attestations du texte datent plutôt de la fin du Nouvel Empire. Maspero, dans son analyse, voyait déjà dans ce texte une mise par écrit de la hiérarchie des hautes fonctions de l'État qui s'inspirait d'une organisation mythique instituée par le dieu Thoth au bénéfice d'Horus. Et c'est effectivement ce qui est dit dans le texte de l'Incipit. C'est un enseignement de tout ce qui existe, qui a été façonné par Ptah et transcrit par Thoth. Alors, dans le début de la liste de l'Onomasticon, on a un ensemble d'entités divines qui est organisé ainsi. On a d'abord Dieu, déesse, glorifié, donc Ar, ou glorifié au féminin, roi, reine, épouse royale, mère royale, enfants royaux, prince, vizir, ami unique, fils royal aîné, etc. Donc il y a des difficultés qui sont posées par l'interprétation de cette hiérarchisation, mais je n'entre pas ici dans le détail. On a en tout cas une hiérarchisation qui semble suivre un certain nombre de règles fondées sur la hiérarchie des rangs à la cour, ce qui intègre aussi le monde divin, donc qui est dans la continuité en quelque sorte de la hiérarchisation générale du monde humain, sans que les dieux soient ici traités dans leur hiérarchie propre. Alors, comme l'a rappelé Eric Hornung dans son ouvrage fondamental sur la désignation et l'organisation des dieux, le un et le multiple, un autre élément de continuité entre la royauté humaine et la royauté divine est fourni évidemment par les listes royales du Nouvel Empire, comme le canon royal de Turin, qui place les règnes de rois égyptiens dans la continuité de ceux de dieux qui ont gouverné l'Égypte pendant un âge d'or, en quelque sorte, qui a précédé les premiers règnes humains. Et donc, cette continuité présuppose aussi des modalités de fonctionnement de la monarchie pharaonique analogues entre la période divine et la période humaine, ce qui crée évidemment le terrain d'une analogie entre cour divine et cour royale. Alors, cette analogie entre cour divine et cour royale, elle a été théorisée en quelque sorte tardivement dans un texte bien connu d'égyptologues, un onomasticon provenant de Thèbes-Tunis, 2e siècle après Jésus-Christ, donc on est à l'époque romaine, qui a été publié par Jürgen Hosing, donc dans une contribution intitulée « La hiérarchie des dieux égyptiens d'après un manuel de l'époque romaine », qui contient une liste des titres de dignitaires, chacun étant associé à un dieu. Donc vous avez ici les premières séquences, connaître les noms des membres de la cour, et là on emploie le mot sérou, qui désigne un homme de cour par excellence, qui représente les dieux. Quant au roi, c'est Réorarti, variante Horus. Quant au prince Herpat, c'est Chou, variante c'est Geb, qui conseille en tant qu'aîné. Variante, c'est Horus, qui agit en tant que prêtre-lecteur, etc., etc. Dans ce texte, la société divine est structurée par une hiérarchie qui appartient à la cour royale, comme s'il y avait un parallélisme exact entre l'organisation du monde divin et celle du monde humain. Mais comme l'a fait remarquer Jürgen Hosing, c'est bien l'organisation humaine qui se calque sur la hiérarchie des dieux et leur rôle.
Alors, selon Osing, cette vision systématisée de la cour divine selon une hiérarchie de titres est datable remonterait à la basse époque, tout en s'inspirant d'une organisation mise en place à l'époque ramesside. Néanmoins, l'usage de titres de cour en relation avec le monde des dieux remonte bien plus avant dans l'histoire pharaonique, mais même aux très hautes époques, comme en témoignerait ce passage des textes des pyramides, qu'avait déjà commenté en ce sens Kurt Zette. Donc celui qui connaît cette formule de Ré et qui pratique ces formules d'Orarti, il sera un connu de Ré, Réri en Ré, et un ami d'Orarti, Semer en Orarti, et on a évidemment un lien clair entre ce connu de Ré et le titre Rernesut, un connu du roi dans la hiérarchie de cour de l'Ancien Empire, et Semer, donc l'ami, c'est évidemment aussi un titre d'un des courtisans principaux, le Semer Wati, l'ami unique. Donc, comme le dit Michel Beau, qui reprend les développements à la fois de Kurt Zette et John Baines, il est clair que la cour et ses hiérarchies fournissent ici un modèle au monde divin avec donc les deux catégories, Rernesut et Semer Wati. Dans des contextes similaires que l'on trouve dans les textes des sarcophages ou les textes funéraires ultérieurs, donc c'est le principe de l'accès d'un défunt dans l'au-delà, comme on l'a déjà dans les textes des pyramides, eh bien on va rencontrer aussi une cour hiérarchisée autour des dieux Osiris et Ré. Donc là, on pourrait consacrer beaucoup de temps à cette question, et donc je ne citerai que quelques exemples. Dans lesquels le terme chénout ou chénite, cour, est très fréquemment employé, notamment dans les coffin textes, pour désigner cet entourage divin. Donc, par exemple, dans le spell 334 des textes des sarcophages, une formule pour se transformer en II, le défunt endosse la personnalité d'un rejeton d'Hathor, Isis et de Ré pour acquérir une place de choix au sein de l'entourage de Ré. Je suis venu comme maître des courtisans, Neb Chénout, et il inspire aussi la terreur aux dieux et le respect aux courtisans de Ré dans ce texte. Alors on va retrouver aussi dans le livre des morts, dans la continuité, autant de mentions de la volonté du défunt de rejoindre les courtisans qui entourent soit Ré, soit Osiris. Dans le chapitre 183 du livre des morts, le défunt s'adresse à Osiris en disant « Fais que je sois dans la suite de ta majesté comme quand j'étais sur terre », montrant le parallélisme qui est recherché entre la situation du courtisan à la cour royale et celle visée à la cour d'Osiris. On pourrait citer aussi en ce sens la notice finale du chapitre 125 du livre des morts. Celui pour qui ce livre sera récité, il sera un homme de confiance du roi et de ses courtisans, et il sera dans la suite d'Osiris. Dans le chapitre 131 de ce même livre des morts, le mort se vante de faire partie de la cour d'Osiris et que ses ennemis en sont chassés. Donc on a une rivalité entre courtisans au sein de la cour, et donc les ennemis du défunt ne vont pas pouvoir rejoindre la cour du dieu des morts. Alors, s'agissant des comportements ritualisés maintenant du protocole qui sont caractéristiques du fonctionnement d'une cour, ceux-ci sont parfois évoqués, mais plus rarement dans ce type de texte. Je citerai simplement ce spell 255 des textes des sarcophages, où il s'agit de rendre prééminent pour lui le cas de quelqu'un dans l'empire des morts. Ça s'apparente à une cérémonie d'accueil à la cour divine, dans laquelle le cas va occuper un rang élevé, et on a des évocations précises de la disposition des courtisans autour du défunt. Les courtisans sont disposés, donc, probablement selon leur rang, autour du défunt pour cette cérémonie. Donc la promotion du cas au sein de la cour implique une disposition protocolaire des courtisans autour du défunt.
ce qui crée un cadre cérémoniel. Alors, ce protocole cérémoniel qui régit les rapports divins n'a pas souvent été l'objet d'attention par les commentateurs, du fait surtout de l'évanescence des sources. Alors, je note quand même, à titre d'exception, donc l'ouvrage de Dimitri Mex et Christine Favard-Mex sur les dieux égyptiens, qui signale quand même ce rôle de l'étiquette dans les relations entre les dieux, et notamment l'existence de règles protocolaires placées sous le contrôle du dieu Thoth. Alors la source à laquelle il est fait allusion ici, nous allons nous y attarder un petit peu, c'est un texte d'une stèle de la tombe d'Horemheb à Saqqara, qui est conservée maintenant au British Museum, où il est dit qu'on a une adoration au dieu Thoth, qui dirige le monde des morts, donc la Duat, et qui édicte le protocole aux Occidentaux qui sont dans la suite de Ré. Ded tepret en imentiu uneniu em shemes ra. Alors, je traduis tepred par protocole, et même, je dirais, étiquette. Pour cela, je m'appuie sur un certain nombre de sources que je ne peux pas détailler ici forcément, mais j'en donne quelques exemples, notamment des sources du Moyen Empire, cette inscription de Khnumhotep sur une stèle du Wadi Gazous, où il prétend ne pas transgresser les instructions du palais, Tepred en-Ar, le protocole palatial, et les directives du palais. C'est aussi celui qui présente les courtisans au roi, donc c'est aussi un chef du protocole. On pourrait citer aussi une autre stèle de la fin du Moyen Empire, stèle de Réménie-Anre, où il est dit j'étais celui qui dicte le protocole aux courtisans sémérous sur la manière de se tenir debout ou de s'asseoir, bon, qui peut être traduit aussi plus généralement par se comporter, det tepred en sémérou em iret aou remset, qui entend ce qui ne s'entend qu'en privé. Et enfin, évidemment, le cas le plus emblématique, c'est celui de Rerwef, celui qui est chargé par Amenhotep III d'organiser la fête Sed du roi, et on voit dans sa tombe la manière dont il organise le dispositif de la fête Sed, où il place chaque homme selon son rang, et il donne aussi les ordres aux courtisans et connaît toutes les prescriptions de tout le protocole du palais. Donc on a certainement, dans cette évocation du Tepred des Imentiu, une évocation très précise d'un protocole, d'une étiquette qui est à l'œuvre dans la cour divine. Alors ce texte de la stèle BM 551 est aussi très intéressant parce qu'il met en parallèle, cela a déjà été bien noté, Horemheb avec le rôle de Thoth à la cour. Fait que soit prospère le scribe royal Horemheb aux côtés du souverain, comme tu, toi Thoth, l'es aux côtés du maître de l'univers. Et il y a un parallélisme très clair entre le courtisan dans la cour royale et le dieu Thoth auprès du dieu Ré, qu'on va retrouver aussi dans d'autres sources liées à Horemheb, notamment de cette statue provenant de Memphis, conservée à New York, où d'un côté Horemheb précise son rôle à la cour, il est aussi celui qui dicte le protocole de la cour, qui fait connaître à chaque homme son rang, et en parallèle il cite le rôle de Thoth en tant que messager qui transmet les informations auprès du dieu solaire. Alors, le temps file. Je voudrais maintenant terminer cette contribution en passant à un autre aspect de la question, c'est-à-dire la relation, les codifications des interactions entre rois et courtisans qui sont transposées dans le cadre d'un temple entre le dieu et ses prêtres. Alors là, on va observer la manière dont la phraséologie de la relation entre courtisans et rois sert à codifier la relation entre le dieu et ses serviteurs, entre le dieu et ses prêtres. On n'est pas à l'intérieur de la cour divine, mais on est dans un contexte où c'est le dieu qui occupe une position centrale
dans le temple et où une cour en fait, sacerdotale se reconstitue autour de lui. Alors, dans les textes de la troisième période intermédiaire, on a énormément d'exemples de cette similitude dans les phraséologies. J'en ai mis un seul exemple ici, une scène d'intronisation d'un prêtre où il est placé en tant que courtisan devant le dieu à Karnak et qui fait écho à des affirmations contemporaines où un personnage dit qu'il a été introduit auprès du roi en privé, qui voit le palais dans ses parties les plus secrètes. On voit que la phraséologie entre l'intronisation auprès du dieu et l'intronisation auprès du pharaon est tout à fait analogue. Donc on a une transposition du schéma roi-courtisan dans la relation entre dieu et prêtre à l'époque tardive, au premier millénaire. Je voulais simplement souligner le fait que cette transposition existe déjà aux époques antérieures. Il y a un cas particulièrement intéressant à Edfou, à la deuxième période intermédiaire. Donc ce site a fourni une grande richesse de documents épigraphiques non royaux, donc de la 12e à 18e dynastie. Cela avait été étudié en détail par Pascal Vernus. Alors on a la possibilité d'étudier là l'évolution d'une société locale liée à la cour royale par des alliances matrimoniales, mais qui construit aussi sa propre identité par rapport au dieu local Horus. Et c'est particulièrement notable à la fin du Moyen Empire donc, et à la deuxième période intermédiaire, où on voit que le dieu va prendre la place, en quelque sorte, du pharaon dans la phraséologie d'autopromotion du courtisan. Dans cette stèle d'or Merib, KRCG 20530, on a dans l'autoprésentation centrale une phraséologie qui reprend les termes de la relation roi-courtisan déjà développée au Moyen Empire. Mais là, il est loué par son dieu local, il approvisionne Horus avec ce qu'il aime, au lieu de faire ce qu'aime le pharaon. Il a accès à son maître en privé, mais ce maître, ici, c'est le dieu local. Et donc, on reprend des formules qui sont très fréquentes dans les stèles du Moyen Empire. On fait un rapport au roi en privé, on a accès au roi en privé sans être annoncé, mais ici, on est dans un contexte qui lie simplement le personnage à son dieu local. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, cette stèle du premier prêtre lecteur d'Horus d'Edfou, Ibi, à la fin de la XVIIe dynastie. Il se présente comme chef du sanctuaire, discret sur ce qu'il voit, aux bras purs, il manque un S à pur, en accomplissant le rite, à la parole calme, aux formules apaisées que son Dieu aime depuis le sein. Là, on a toute une phraséologie de l'autocontrôle qui est caractéristique du courtisan au Moyen Empire, au sein de la cour royale, et qui est insérée ici dans un contexte qui est purement celui du sanctuaire du Dieu. On reprend une phraséologie identique dans une relation qui est cette fois-ci entièrement connectée avec le Dieu et non pas avec le roi. Donc c'est un exemple qui nous montre qu'il faut évidemment être prudent dans la notion d'innovation qu'on pourrait amener si l'on étudie la documentation du premier millénaire. Alors en conclusion, j'espère avoir montré ici en guise d'introduction à la problématique qui nous intéresse que la conception d'une cour divine calquée sur le modèle de la cour royale doit s'appréhender comme un phénomène qui prend ses racines aux plus hautes époques de la civilisation pharaonique. Par ailleurs, comme on l'a vu, on trouve dès le deuxième millénaire les traces de la transposition de la phraséologie des relations roi-courtisan dans le monde du temple. Je n'ai fait qu'esquisser, j'en suis conscient, les contours de ces liens entre cour royale et temple, puisque cela est bien connu, le temple, c'est aussi le lieu, particulièrement au Nouvel Empire, où se déploie un certain nombre de cérémonies de cour, je pense aux cérémonies de récompense, comme celle du grand prêtre Amenhotep à Karnak. Je suis certain que nos échanges vont permettre de prolonger ces questionnements au-delà des pistes que j'ai pu amorcer ici, et je vous remercie.